Louise ouvre le volet de son appartement, il est un peu plus de 5 heures du matin. Le manque de sommeil la fait frissonner. Du bout de l'ongle, elle gratte le coin de sa fenêtre. Parfois, elle voudrait le nettoyer jusqu'à les briser. Elle gratte de plus en plus fort et son ongle se brise. Elle porte son doigt à sa bouche et le mord pour faire cesser le saignement. L'appartement ne compte qu'une seule pièce, qui sert à Louise à la fois de chambre et de salon. Elle prend soin chaque matin de refermer le canapé-lit. Elle prend ses repas sur la table basse, la télévision toujours allumée. Des cartons sont encore fermés. Ils contiennent peut-être les quelques objets qui pourraient donner vie à ce studio sans âme. Elle les a délicatement étalés sur le canapé, sa jupe longue et son chemisier. Elle attrape les ballerines qu'elle a posées par terre, elle s'assoit et commence à en nettoyer une avec un soin rageur, absorbé par sa tâche. Ses gestes sont lents et précis. Louise approche la chaussure de la lampe placée sur le guéridon. Quand le vernis lui paraît assez brillant, elle la repose et se saisit de la seconde. Il est si tôt qu'elle a le temps de refaire ses ongles abîmés par le ménage. Elle ramène ses cheveux en chignon au-dessus de la nuque. Elle se maquille et le fard à paupières bleues la vieillit. Elle tourne en rond dans la pièce qui ne lui a jamais paru si petite, si étroite. Elle s'assoit et se relève presque aussitôt. Elle pourrait allumer la télé, boire un thé, lire, mais elle a peur de laisser le temps filer. Il suffirait d'un rien pour qu'elle ferme les yeux 1 minute et qu'elle s'endorme et qu'elle arrive en retard. Elle doit garder l'esprit vif, concentré sur ce premier jour de travail. Il n'est pas encore 6 heures. Elle est très en avance, mais elle marche vite vers la station de RER. Arrivée à Aubert, Louise saute sur le quai. Il commence à y avoir du monde. Une femme la bouscule alors qu'elle grimpe les escaliers vers les quais du métro. Une écœurante odeur de croissant et de chocolat brûlé lui prend à la gorge. Elle emprunte la ligne 7 à Opéra et remonte à la surface de la station poissonnière. Louise a presque 1 heure d'avance et elle s'attable à la terrasse du Paradis, un café sans charme depuis lequel elle peut observer l'entrée de l'immeuble. Elle joue avec sa cuillère, elle voudrait fumer une cigarette. Elle n'y tient plus, paye son café et entre dans l'immeuble silencieux. Dans un quart d'heure, elle sonnera et en attendant, elle s'assoit entre 2 étages. Elle entend un bruit, elle a à peine le temps de se lever. C'est son employeur. Je ne voulais pas déranger. Louise marche vers le RER. La rame est déserte. Elle s'assoit contre une vitre. Elle ferme les yeux et invoque des souvenirs de plages et de vacances, comme les mystiques en appellent au miracle. Quand elle ouvre les portes de son studio, ses mains se mettent à trembler. Elle pourrait déchirer la housse du canapé, donner un coup de poing dans la vitre. Un magma informe, une douleur lui brûle les entrailles et elle a du mal à se retenir de hurler. Le samedi, elle reste au lit jusqu'à 10 heures. Louise regarde la poussière qui s'est accumulée sur la suspension. Elle n'aurait jamais choisi quelque chose d'aussi laid. Elle a meublé l'appartement à Créteil et n'a jamais rien changé à la décoration. Il fallait trouver un logement après la mort de son mari et son expulsion de la maison. Louise se lève, elle pousse une chaise, la place juste en dessous de la suspension. Elle se met à astiquer la lampe et l'agrippe avec tant de force qu'elle manque de l'arracher du plafond. À 11 heures, elle a tout nettoyé. Elle a refait les vitres, l'intérieur et l'extérieur, même les volets. Ils vont peut-être l'appeler. Le samedi, elle le sait, ils déjeunent parfois au restaurant. Louise aimerait ça, dans une brasserie bondée, cernée par le bruit des assiettes qui s'entrechoquent et le hurlement des serveurs. Elle aurait moins peur du silence. Enfermée dans son appartement, la solitude agissait comme une drogue dont elle n'était pas sûre de vouloir se passer. Elle a mis sa robe bleue, celle qui lui arrive juste au-dessus des chevilles et qui se ferme par une rangée de petites perles bleues. Elle voulait être prête, au cas où ils auraient besoin d'elle, qu'il faudrait les rejoindre rapidement quelque part. L'heure du déjeuner passe, le ciel s'est assombri. La pluie se met à tomber, Louise s'agite. Il ne l'appelle pas. Il est trop tard maintenant pour sortir. Elle pourrait aller acheter du pain ou respirer un peu d'air.
Elle pourrait juste marcher. Mais elle aurait dû se décider avant, emprunter le métro, errer dans Paris. Elle se serait perdue dans la foule et elle aurait suivi des femmes, belles et pressées, dans les grands magasins. Paris est à ses yeux une vitrine géante. Elle marche lentement, observe les passantes et les vitrines. Elle veut tout. Les bottes en daim, les vestes en peau retournées, les sacs en python, les robes portefeuilles, les caracos surpiqués de dentelle. Elle veut les chemises en soie, les cardigans roses en cachemire, les collants en marque, les vestes d'officier. Elle s'imagine alors une vie où elle aurait les moyens de tout avoir, où elle montrerait du doigt à une vendeuse mielleuse les articles qui lui plairaient. Dimanche arrive, dans la continuité de l'ennui et de l'angoisse. Dimanche sombre et grave au fond du canapé-lit. Elle s'est endormie dans sa robe bleue dont le tissu synthétique l'a fait transpirer. Plusieurs fois dans la nuit, elle a ouvert les yeux sans savoir si 1 heure était passée ou 1 mois. Louise, décidément, déteste les week-ends. Quelques heures après le départ de ses employeurs, Louise retourne sur ses pas et remonte la rue d'Hauteville. Elle entre dans l'appartement de ses patrons et elle ouvre le volet qu'ils avaient fermé. Depuis quelques jours, des plaques rouges sont apparues sur ses joues et sur ses poignets. Louise est obligée de mettre ses mains et son visage sous l'eau glacée pour apaiser la sensation de brûlure qui la dévore. Elle enlève tous les draps, nettoie les armoires, les étagères, puis ensuite elle va somnoler dans le canapé. Elle va pas sortir de la semaine. Elle va rester toute la semaine, enfin tous les jours dans le salon à regarder la télé. Elle vit sur le canapé. Pour ne rien dépenser, elle mange ce qu'elle trouve dans le frigidaire et entame un peu les réserves. Les émissions de cuisine succèdent aux informations, aux jeux de télé, aux télé-réalités. Elle s'endort souvent devant Esprit criminel. Ouais, c'est ça. Mais un soir, elle a suivi l'affaire d'un homme qui est retrouvé mort dans son pavillon. Ses volets étaient fermés depuis des mois, les journaux s'entassaient sur sa boîte aux lettres. On l'a retrouvé parce que des pompiers ont évacué le secteur et du coup ils ont ouvert la porte du monsieur et ils ont retrouvé un corps momifié à cause de l'isolement et puis du froid qu'il y avait dans la pièce. Et on a pu savoir la date à laquelle il est mort grâce aux yaourts, enfin grâce à la date des yaourts qu'ils étaient dans le frigidaire. Ce soir-là, après avoir mis les enfants en pyjama, Louise s'attarde dans leur chambre. Louise voudrait tellement rester. Dormir là, au pied du lit de la petite fille. Elle ne ferait pas de bruit. Elle ne dérangerait personne. Louise ne veut pas retourner dans son studio. Chaque soir, elle rentre un peu plus tard. Elle marche dans la rue, les yeux baissés. Dans le RER, elle serre les dents pour s'empêcher de pleurer. Une pluie glaciale, insidieuse, imprègne son manteau, ses cheveux, la font frissonner. Arrivée au coin de sa rue, pourtant déserte, elle sent qu'on l'observe. Elle se retourne, mais il n'y a personne. Puis, dans la pénombre,
entre deux voitures, elle aperçoit un homme, accroupi. Elle voit ses deux cuisses nues, ses deux énormes mains posées sur ses genoux. Une main tient un journal. Il la regarde. Louise recule, prise d'une atroce nausée. Elle a envie de hurler, de prendre quelqu'un témoin. Un homme chie dans sa rue, sous son nez. Un homme qui apparemment n'a même plus honte et a l'habitude de faire ses besoins sans pudeur et sans dignité. Louise court jusqu'à la porte de son immeuble et monte les escaliers en tremblant. Elle range tout. Elle change ses draps. Elle voudrait se laver et rester longtemps sous un jet d'eau chaude. Mais il y a quelques jours, la douche s'est affaissée et elle est inutilisable. Couchée dans son lit, elle ne parvient pas à dormir. Elle n'arrête pas de penser à cet homme dans l'ombre. Elle ne peut pas s'empêcher d'imaginer que bientôt, c'est d'elle qu'il s'agira. Que même cet appartement immonde, elle sera obligée de le quitter et qu'elle chiera dans la rue comme un animal. Pendant 3 jours, Louise fait des cauchemars. Elle ne sombre pas dans le sommeil, mais dans une léthargie perverse, où ses idées se brouillent, où son malaise s'amplifie. La nuit, elle est habitée par un hurlement intérieur qui lui déchire les entrailles. La chemise collée, les dents qui grincent, elle creuse le matelas du canapé-lit. Elle a l'impression que son visage est maintenu sous le talon d'une botte, que sa bouche est pleine de terre. Ses hanches s'agitent. Elle ne quitte plus sa niche, sauf pour boire et aller aux toilettes. Elle émerge du sommeil comme on remonte des profondeurs, quand on a nagé trop loin, que l'oxygène manque, qu'on prie pour avoir assez d'air encore, assez de force pour regagner la surface. Mélancolie délirante. Pour la première fois, elle pense à la vieillesse, au corps qui se met à dérailler, aux gestes qui font mal jusqu'au fond des os, aux frais médicaux qui augmentent. Et puis l'angoisse d'une vieillesse morbide, couchée, malade, dans l'appartement en vitre sale, c'est devenu une obsession. Elle hait cet endroit. L'odeur de la moisissure, elle la sent jusque dans sa bouche. Une haine monte en elle, une haine qui vient contrarier ses élans serviles et son optimisme enfantin. Une haine qui brouille tout, hantée par l'impression d'en avoir trop vu, trop entendu de l'intimité des autres, d'une intimité à laquelle elle n'a jamais eu droit. Louise n'a jamais eu de chambre à elle. Les cris des petits l'irritent. Elle en hurlerait, elle aussi. Louise ne peut plus chanter une chanson sans qu'il la supplie de recommencer. Ils exigent une éternelle répétition de tout. Des histoires, des jeux, des grimaces. Louise n'en peut plus. Elle n'a plus d'indulgence pour les pleurs, les caprices et les joies hystériques. Il lui arrive quelquefois de vouloir mettre ses mains sur le cou des enfants et de les secouer jusqu'à temps qu'ils s'évanouissent. Elle essaye de ne pas y penser, mais une marée sombre et gluante l'envahit tout entière. Il faut que quelqu'un meure. Il faut que quelqu'un meure pour
pour que nous soyons heureux. Des refrains morbides bercent Louise. Des phrases qu'elle n'a pas inventées et dont elle n'est pas certaine de comprendre le sens. Son cœur s'est endurci. Elle l'entend à peine battre. Les années l'ont recouvert d'une écorce épaisse et froide. Plus rien ne parvient à l'émouvoir. Elle doit admettre qu'elle ne sait plus aimer. Elle a épuisé tout ce que son cœur contenait de tendresse. Je serai punie. Je serai punie pour ça. Je serai punie de ne pas savoir aimer.